Bonjour, aujourd'hui je voulais vous parler des fameux IPP, les inhibiteurs de la pompe à protons. Alors tout ce que je vais vous dire sont issus évidemment de mon expérience, de mon expertise, de mes années de formation, mais aussi d'une très grande enquête. Donc je vais juste reprendre les coordonnées de l'enquête, comme ça vous les aurez, vous pourrez aller chercher ça. Donc il s'agit en fait d'un article qui a été écrit par plusieurs auteurs du service de gastro-entérologie de l'hôpital Cochin à Paris et de l'université Paris-Descartes aussi. Donc, le plus grand contributeur a été le professeur Romain Corian, qui est chef de service de la gastro-entérologie, de l'endoscopie et de l'oncologie sur l'hôpital Cochin. Il n'y a aucun lien d'intérêt au niveau de ces auteurs. Donc, nous allons parler de ces fameux inhibiteurs de la pompe à protons. L'idée n'est absolument pas de dire qu'il ne faut pas prendre d'inhibiteurs de la pompe à protons, bien sûr. Chacun reste à sa place, vous vous souvenez. Par contre, l'idée, c'est de vous expliquer que lorsque l'on prend des inhibiteurs de la pompe à protons sur du long terme, il y a forcément des conséquences. Lorsque les inhibiteurs de la pompe à protons ont été mis en place, il y a un certain nombre d'années maintenant, voire un nombre certain, ils étaient normalement prescrits par les médecins et les gastro-entérologues, et c'est toujours le cas aujourd'hui. Le médecin généraliste prescrit beaucoup d'IPP, puisqu'on va voir son médecin généraliste en premier lorsque l'on a un souci de santé. Et ces IPP devaient être prescrits sur 8 semaines maximum. Ensuite, il y avait obligation de faire un examen endoscopique qu'on appelle une gastroscopie. Scopie, je vais regarder, gastro, l'estomac. Et à partir de là, en fonction de ce qui était trouvé à la gastroscopie, eh bien, on continuait ou on ne continuait pas les IPP et on devait normalement donner, en tout cas, on devait donner des recommandations pour éviter ces remontées acides, puisque vous aurez bien compris que les IPP sont là pour les maux liés à l'estomac et notamment ce qu'on appelle les remontées acides, le fameux RGO, remontée gastro-intestinale, régurgitation si vous voulez, etc., etc. Aujourd'hui, les IPP, alors qui s'appelaient Mopral à l'époque, qui sont appelés ensuite, quand c'est tombé dans le domaine public, Inexium, puis on est dans le grand monde que l'on appelle les génériques, et on se retrouve avec plein de choses qui finissent par zol ou prazol, oméprazole, esoméprazole, etc., etc. Donc les IPP aujourd'hui sont distribués au long cours à tout le monde, même chez les bébés qui ont des régurgitations. Et donc je voulais vous mettre, on va dire entre guillemets, en garde contre les effets de ces IPP au long cours. Tout d'abord, inhibiteur de la pompe à protons. Ça veut donc dire qu'on va arrêter les échanges au niveau de la pompe à protons, au niveau de votre estomac. Donc on va éviter de fabriquer de l'acide chlorhydrique, HCl. Et donc cette pompe à protons, c'est ces échanges justement qui permettent de fabriquer de l'HCl. Ce qu'il faut entendre, c'est que lorsque vous prenez un inhibiteur de la pompe à protons, vous arrêtez toutes les pompes à protons qu'il y a dans votre organisme. Et notamment, il y en a. Vous allez arrêter toutes les pompes à protons de votre organisme, comme je vous le disais. Et donc, ces pompes à protons, entre guillemets, il y en a partout. Vous arrêtez celle de l'estomac, mais vous allez arrêter tous les endroits, entre guillemets, où on fait des échanges, justement, de protons. Et un exemple important, c'est que vous ne pouvez pas assimiler les protéines, vous ne pouvez pas avoir le rôle essentiel des protéines si vous, entre guillemets, inhibez la pompe à protons, puisque la pompe à protons, son but, c'est de vous apporter de l'acidité. C'est ce qui va d'ailleurs se passer dans l'estomac, on en parlera juste après. Mais on a des pompes à protons partout, dans toutes les cellules du corps, notamment au niveau des os, qui vont de ce fait donner de l'ostéoporose. Donc en gros, lorsque vous prenez un IPP, vous arrêtez toutes les pompes à protons dans votre organisme.
Ça va créer, si on fait de la chimie, du stress oxydatif, de l'inflammation, etc., etc. Mais la vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour vous dire, les IPP au long terme, ça a des conséquences. Première conséquence, ça va être des conséquences sur le système digestif. Et notamment, notre estomac, si vous allez regarder les vidéos précédentes, la barrière d'acidité, elle est importante parce qu'elle va éviter que toutes les bactéries qui sont dans l'alimentation ou qui rentrent lorsque l'on respire, si vous respirez par la bouche, eh bien, ces bactéries-là, normalement, sont tuées par l'acidité. Si vous prenez une pompe à proton, un inhibiteur de la pompe à protons, eh bien, vous n'avez plus d'acidité dans l'estomac. Donc, toutes les bactéries vont s'augmenter, se multiplier, si on veut parler correctement, et vont passer dans notre système digestif. Et notamment, dans l'étude dont je vous ai parlé, il est démontré que le Clostridium difficile, qui est une bactérie très mauvaise au niveau de l'intestin, est présente lorsque la personne a pris des IPP. Ça veut donc dire que, naturellement, vous mettez à mal votre microbiote, puisque vous allez laisser rentrer des bactéries dans votre corps qui vont bousculer votre microbiote. Un microbiote qui est bousculé, ça donne un système immunitaire qui est déséquilibré, qui va donc créer de l'inflammation. Ça veut dire aussi que vous allez, entre guillemets, faire des infections à répétition. Et puisqu'on est toujours sur le système digestif, donc on a vu l'estomac, on peut avoir ces remontées acides au niveau de l'œsophage. C'est ce qui fait d'ailleurs que, en attendant de, on va dire, gérer la cause, prenez effectivement des IPP. Le mieux, ce serait de prendre plutôt autre chose, mais passons, on n'est pas là pour ça. Ça risque aussi de faire des soucis au niveau du microbiote de la bouche. Mais on va continuer de descendre. Donc, on se retrouve avec des bactéries au niveau de l'intestin, au niveau du microbiote, ça déséquilibre tout, on est en inflammation, on est en acidité. Et derrière, qui récupère? C'est le grand foie, cet organe merveilleux. Il va récupérer toutes les cochonneries et vous allez donc faire de l'insuffisance hépatique. Et l'insuffisance hépatique, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas parce que le foie n'est absolument pas innervé. Un foie qui, entre guillemets, est débordé, doit gérer plein de bactéries, doit gérer de l'inflammation, doit gérer des déchets qui sont mal digérés, parce que n'oubliez pas que s'il n'y a pas d'acidité dans l'estomac, on n'a pas de digestion des protéines. Eh bien, le foie, tout ça, il va, même s'il essaye de faire un maximum son travail, donc ça va vous fatiguer, ça va vous empêcher de dormir lorsque le foie ne travaille pas bien, ça va faire des mauvaises gestions des hormones lorsque le foie ne travaille pas bien, ça va faire des rétentions au niveau du petit bassin, c'est-à-dire de l'insuffisance veineuse, etc. Eh bien, lorsque le foie il est débordé, il envoie dans la circulation du sang des toxines, des choses qui ne devraient pas être là. Et ce sang sort et va aller directement où? Dans le cœur. Donc, vous risquez des endocardites, etc., etc. Et ce cœur, il envoie où? Il envoie des poumons. Et dans cette étude dont je vous ai parlé, un deuxième point, c'est qu'il y a un lien très étroit avec les pneumopathies, les bronchopneumopathies, en tout cas tous ces problèmes d'infection pulmonaire qui sont liés aux IPP. Pour moi, le gros risque de la prise de ces IPP, c'est le risque sur la démence, sur la neurodégénérescence, sur l'inflammation au niveau du cerveau. Premièrement, on sait en tant que thérapeute, lorsque votre barrière intestinale est ouverte, la barrière hémato-encéphalique est ouverte. Ce qui veut dire que par le biais du nerf vague, par le biais de la circulation du sang qui est renvoyée par le foie, le cœur, les poumons, etc., vous avez plein de choses qui vont monter au niveau du cerveau. Et donc, ces choses qui ne devraient pas être là vont être prises en charge par le système immunitaire du cerveau qui s'appelle les cellules gliales et vous allez vous retrouver avec de l'inflammation au niveau du cerveau. Ensuite, par rapport aux IPP, de manière plus spécifique, l'IPP en fait va déséquilibrer le métabolisme d'une certaine protéine qu'on appelle la protéine amyloïde, qui est celle qui est responsable justement des plaques amyloïdes au niveau du cerveau, qui va être présente dans Alzheimer, dans Parkinson, etc., etc. Alors, il n'y a pas que ça, bien sûr, il y a la neuroinflammation qui suffit à l'expliquer, et
et vous avez compris d'où ça venait. Mais il y a aussi cette idée-là, sur la démence, les IPP sont responsables d'un déséquilibre du métabolisme des protéines amyloïdes, ce qui fait que ces plaques vont se déposer sur le neurone et que le neurone ne va plus exister. Ensuite, on va avoir un problème sur les os et un risque de fracture est élevé lorsque vous prenez des IPP. Alors, la première chose, c'est dans l'estomac, vous irez voir les autres vidéos, c'est le lieu où on va, entre guillemets, permettre, tout préparer pour que la vitamine B12 soit assimilée au niveau du duodénum. Eh bien, si votre vitamine B12 n'est pas bien assimilée au niveau du duodénum, c'est parce que l'estomac n'a pas fait son travail, parce qu'il n'y a pas d'acidité. Cette vitamine B12, elle est absolument essentielle, de nouveau quelque chose qui va se passer dans le foie, pour le cycle de méthylation. Lorsque vous êtes en carence de vitamine B12 à cause de l'IPP, vous allez avoir un taux d'homocystéine qui va augmenter. Ça veut dire un risque cardiovasculaire important. Et quand le taux d'homocystéine est augmenté, eh bien, vos ostéoblastes ne vont plus faire leur travail, ils ne vont plus, entre guillemets, on va dire, être fabriqués. Les ostéoblastes, c'est les bébés qui fabriquent de l'os. Donc vous allez continuer à avoir l'action des ostéoclastes, ceux qui viennent ronger l'os qui est vieux, mais ceux qui sont censés venir reconstruire les ostéoblastes ne seront plus là à cause de ce problème d'homocystéine, de vitamine B et donc d'IPP. Sans compter que lorsque vous avez tous ces dérèglements, vous allez avoir la parathormone qui va augmenter, et si la parathormone augmente, eh bien le rognage de l'os va augmenter. Donc ça, c'était sur la carence de la vitamine B12. On a aussi le risque de carence de fer, avec tout ce qui en découle, puisque le fer vous empêche d'être fatigué. Le fer vous refait des globules rouges, par exemple. Le fer, c'est aussi indispensable, par exemple, pour la thyroïde. Mais c'est indispensable pour plein de choses. Et donc, à partir du moment où vous êtes sous IPP, vous n'êtes plus capable de transférer le fer que vous avez assimilé et de le transformer en fer ferreux. Et donc, ce fer n'est plus assimilé. Donc, vous êtes carencé en fer. Donc, vous allez, entre guillemets, mettre à mal tout le fonctionnement de votre corps à cause de cette carence en fer. Une autre carence encore, vous allez me dire ça fait beaucoup, mais c'est important de les entendre, c'est la carence en magnésium. En fait, lorsque vous prenez des IPP, il y a une diminution de l'absorption du magnésium, ce qui fait que nous sommes déjà carencés, nous sommes déjà stressés. Eh bien, si vous mangez du magnésium, si vous prenez du magnésium en complément alimentaire et que vous prenez des IPP, la magnésémie va diminuer. Le magnésium dans la cellule va diminuer, il ne va plus y avoir d'absorption de magnésium. Alors si vous voulez en savoir plus, c'est une histoire d'enzymes, TR, machin, etc. On n'est pas là pour faire de la grande chimie. Moi, ce que je voulais que vous expliquiez, c'est que allez voir les vidéos sur l'estomac. Vous allez comprendre le rôle plus qu'essentiel d'avoir de l'acide chlorhydrique dans l'estomac. Eh bien, lorsque vous prenez des IPP, non seulement vous arrêtez les pompes à protons partout dans le corps, donc vous empêchez, entre guillemets, le travail correct de la protéine, parce que, entre guillemets, on ne va pas avoir de protéolyse, on ne va pas casser les protéines pour pouvoir récupérer les acides aminés et refaire des nouvelles cellules. Tous les noyaux de vos cellules sont faits à l'intérieur de votre ADN, et c'est cet ADN-là qui va refabriquer des nouvelles cellules. Donc, si vous ne digérez pas complètement les protéines, si vous n'avez pas dans tout le corps d'action protéolytique parce que vous avez inhibé toutes les pompes à protons, vous imaginez bien que ça va être compliqué de fabriquer naturellement derrière des nouvelles cellules. Donc l'estomac a un rôle important. Et ce rôle important, lorsqu'il n'y a plus de travail qui est fait correctement par l'estomac, vous allez vous retrouver avec beaucoup de conséquences. Donc je vous ai cité les conséquences d'un point de vue digestif. Je vous ai cité les conséquences d'un point de vue mental. Je vous ai cité les conséquences d'un point de vue immunitaire, microbiome, Clostridium difficile, etc., etc. Évidemment, si votre estomac ne fait pas son travail, vous allez être carencé. Et on a cité la B12, le fer par exemple, le magnésium. Ce qu'il faut entendre, c'est que le corps, c'est un tout. Tout fonctionne ensemble. À partir du moment où vous allez manquer de quelque chose, vous allez déséquilibrer ailleurs
les vitamines, les oligo-éléments, etc. Vous allez surtout déséquilibrer toutes les catalyses, toutes les cascades qui se font dans le corps. Ensuite, dans cette étude, pour terminer, il s'avère que c'est une méga étude qu'ils ont faite. Dans cette étude, ils sont allés chercher toutes les petites études qui existaient pour affirmer ce que je suis en train de vous dire. Et il s'avère que on peut même rajouter la toxicité rénale dans cette étude. Voilà ce qu'ils nous disent en plus. C'est ça qu'il y a de bien, c'est que quand vous cherchez une étude qui a fait, entre guillemets, alors ça a des noms très spécifiques, très médicaux, on n'est pas là pour parler de ça, mais ils ont fait le job d'aller chercher toutes les analyses qui existent. Et donc, ils vous donnent les conséquences qui existent. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas prendre d'IPP. Ça veut juste dire que lorsque vous arrêtez toutes les pompes à protons dans votre corps, vous avez des conséquences. Et notamment, je vous les ai donnés, les dysfonctionnements digestifs, les carences, les risques de démence, les dysfonctionnements sur le système immunitaire. Je radote là-dessus, je vous les redis parce que lorsqu'on prend des IPP, on ne se rend pas compte de toutes les conséquences qui vont derrière. La seule chose que nous, on entend, c'est qu'on n'a plus de reflux gastrique. Qu'on a plus parce qu'on a l'impression d'avoir quelque chose dans la gorge. Vous savez que les 3/4 du temps, c'est parce que vous avez un problème de thyroïde que ça se passe. Ça n'a rien à voir avec la remontée acide. Si maintenant, quand vous vous penchez en avant, que vous faites votre lacet, vous avez des remontées acides, c'est autre chose. Mais ne pensez pas que dès que vous avez cette petite toux, que c'est uniquement les remontées acides. Ensuite, je vous ai déjà parlé dans 2 autres vidéos de comment faire pour limiter voire arrêter ce reflux gastro-œsophagien. Ça se fait très bien chez les thérapeutes formés. On peut même vous accompagner avec votre médecin pour diminuer doucement les IPP, parce que sinon vous allez avoir un effet rebond, comme on dit, et vous allez vous dire « Ah mon Dieu, ça ne marche pas ». On vous accompagne avec le médecin pour pouvoir arrêter ces IPP. Et notamment, c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure, puis j'ai perdu un petit peu le fil, on sait aujourd'hui, et c'est cette étude qui l'a mis en avant, que certains médicaments, notamment le Plavix par exemple, donc le Plavix, ça se fait plus beaucoup, mais on a quand même beaucoup de gens qui sont encore sous Plavix, c'était un des premiers antithromboses qui est donné notamment quand vous avez fait un infarctus du myocarde ou des choses comme ça, on vous donne du Plavix. C'est pour éviter que vous fassiez des bouchons et que vos artères ou vos veines se bouchent. Et donc, avec le Plavix, les IPP, ça marche pas, ça fout le bordel grave, comme ils disent. Donc, vous voyez qu'il y a une logique aujourd'hui. Vous avez des remontées acides, vous pensez avoir des remontées acides, vous êtes stressé, on vous donne un IPP. L'enfant qui a un estomac qui est tout petit, il régurgite, et ce qui est tout à fait normal, on va lui donner des IPP, et donc vous allez mettre à mal tout ce que je vous ai cité. Les IPP, d'après cette étude, sont le prochain scandale sanitaire, puisqu'on ne respecte plus les 8 semaines, parce qu'on donne des IPP sans faire derrière de conseils d'hygiène de vie, sans faire de gastroscopie. Donc, il va y avoir un scandale type Mediator, type Levothyrox, très prochainement à cause de ces IPP. Donc, le but, c'est pas de se dire « je suis patient, il est médecin, il sait tout ». Vous avez besoin de discuter avec votre médecin et si vous avez des doutes, changez de médecin, demandez un deuxième avis. Ça, c'est valable pour tous les maux que vous avez dans le corps. Je sais que c'est difficile de trouver des médecins aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas subir, entre guillemets, des médicaments, et notamment des médicaments qui ont des gros risques sur votre santé, sans demander un deuxième avis et sans remettre en question la longueur de prise de ce médicament. Que ce médicament soit prescrit sur une courte durée pour vous aider à passer le cap de gérer votre stress, de changer votre alimentation, de perdre du poids, etc., etc. Je vous laisse revoir la vidéo d'avant. C'est OK. Mais que vous en ayez besoin sur du long terme, c'est pas OK parce que ça a des conséquences. Avez-vous envie de favoriser des problèmes immunitaires? Avez-vous envie de favoriser des carences? Avez-vous envie de favoriser des fractures? Avez-vous envie de favoriser une démence? Je ne crois pas. Donc, revoyez votre hygiène de vie, discutez avec votre médecin et voyez comment vous pouvez faire pour
sortir de cette prise des IPP, inhibiteurs de la pompe à protons.